Sheila Gilles, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de l'association Polygone et de venir vous entretenir avec nous sur votre programme et votre engagement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour vous présenter, vous êtes originaire du Rhône, vous exercez le métier de naturopathe à Cérizan-du-Rhône, au sud de Lyon. Vous avez œuvré pendant plus de 25 ans dans le domaine associatif et culturel et actuellement vous candidatez pour la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes en représentant le mouvement très récemment formé Union Essentielle pour ces élections, une liste citoyenne qui se veut non partisane. Union Essentielle réunit les citoyens de France souhaitant, je cite, agir pour l'avenir dans l'intérêt supérieur de la nation. Il a été présenté par différents médias tels que Le Progrès comme mouvement anti-masque. Union Essentielle a été claire sur le sujet, vous n'êtes pas un mouvement qui se proclame comme tel. Votre devise est Nous sommes tous essentiels et vous êtes déjà présent dans différentes régions de France telles que l'Occitanie. Dans une interview avec Amélie Pouchol, vous indiquez que votre candidature a donc pour but, je cite, de œuvrer pour le bien du peuple et non pas pour vos intérêts personnels. Comment comptez-vous garantir cet objectif avec toute une équipe à gérer ? Alors en fait, garantir, c'est plutôt respecter nos engagements au niveau de notre charte qui détermine les points qui font que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au sein de Union Essentielle, c'est-à-dire l'honnêteté et l'intégrité. Donc une fois que les personnes se sont engagées chez Union Essentielle, ils se tiennent à cette ligne. Nous n'allons pas tenir les personnes parce que chaque personne a son individualité et tout le monde peut être, à un moment ou à un autre, peut éventuellement faire une erreur. Mais ce que nous allons surtout garantir, c'est la droiture au sein de notre groupe. Et lorsque cette charte n'est pas tenue, eh bien, nous nous désengagerons des personnes qui se seront éloignées de ces valeurs. Très bien, merci. Si vous êtes donc élu, vous devrez prendre des décisions d'une grande ampleur pour les citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ne craignez-vous pas de devoir gérer la région avec une équipe qui n'est pas forcément expérimentée dans ce domaine ? Oui, on n'a jamais été à la tête d'une région, ça c'est sûr et certain. Tout comme le président actuel n'a jamais géré de pays. Donc je pense que la vraie différence que nous allons proposer, c'est d'agir en concertation. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas des spécialistes en toute matière, il y a des collectifs et des associations qui se sont penchés sur toutes les questions de la société et qui ont travaillé pendant des années sur ces problématiques. Nous allons nous appuyer sur eux pour trouver ensemble des solutions. Et c'est là où nous allons mettre en place notre démocratie directe. Très bien, je vous remercie. Dans votre programme, le programme d'Union Essentielle, vous mettez l'accent sur la protection des libertés et des droits fondamentaux et notamment leur violation depuis le début de cette crise sanitaire. Ces violations sont même les raisons qui vous ont poussé à candidater. Comment comptez-vous remédier à la situation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et quelle serait du coup la marge de manœuvre de la région dans ce domaine ? Alors, les conseillers régionaux ou départementaux, nous avons des équipes au canton, au département, ne sont pas, en fait, ils ne seront pas décisionnaires en matière sanitaire. Donc ça, c'est clair et net, nous l'avons toujours dit. Mais nous allons effectivement prendre position clairement contre certains points, comme le pass sanitaire. Il est hors de question qu'une région ou un département fasse la promotion, surtout en ce qui concerne Union Essentielle. Nous ne ferons pas la promotion du pass sanitaire, par exemple. Donc, effectivement, nous ne sommes pas décisionnaires, mais nous pouvons influer sur la mise en pratique, mise en application de certaines mesures à notre niveau. Donc, ce que nous allons surtout exprimer, c'est une position pour ou contre les éléments qui vont arriver sur les décisions du gouvernement. Et encore une fois, il me semble important que ce soit la population qui décide et non pas une décision qui tombe d'en haut et qui soit appliquée telle qu'elle sans aucune concertation. Très bien. Du coup, pour revenir à tout ça, dans la charte à laquelle vous faites régulièrement référence, l'accent est mis sur l'élaboration d'une démocratie participative, voire directe, mais également des engagements contre la corruption. Selon vous, les dirigeants actuels ont un peu les pleins pouvoirs et ne prennent pas le temps de concerter les citoyens pour les décisions qui ont été prises durant cette crise.
Du coup, comment comptez-vous vraiment replacer le citoyen au cœur de l'action publique? Les outils, vous voulez dire, hein? Oui. Les outils, en fait, si vous voulez, ça n'a jamais été mis en application. Donc, nous avons des exemples comme en Suisse ou d'autres pays du monde où il y a effectivement des outils qui sont mis en place pour exprimer la démocratie directe ou participative avec le peuple. Nous allons surtout, nous appuyer sur ces expériences-là de l'étranger et développer nous-mêmes des outils. Ça peut être des outils numériques, mais ça peut aussi être des outils qui appelleront les citoyens beaucoup plus régulièrement vers les urnes. Ce sera ensemble, en fait, que nous construirons cette démocratie directe et participative. J'espère que l'adhésion populaire sera au rendez-vous parce que c'est ce que nous voulons, en fait. C'est que les citoyens s'intéressent et s'impliquent beaucoup plus dans les décisions en toute matière. D'accord, je vous remercie. La crise sanitaire a beaucoup affecté le secteur hospitalier, mais les hôpitaux n'ont pas été les seuls en difficulté, puisqu'en effet, comme nous le savons, les entreprises ont beaucoup été touchées également. Comment prévoyez-vous de les soutenir afin d'améliorer sûrement leur situation? Les structures hospitalières ne relèvent pas non plus, ou alors très peu, du secteur conseil régional, conseil départemental. Donc ce que nous allons faire, c'est essayer effectivement de les soutenir dans la possibilité d'action du conseil régional, mais nous allons surtout aider à désengorger les hôpitaux. Pour cela, il y a des propositions qui ont été faites au sein de notre groupe et qui sont de mettre des fonds, des moyens à disposition des moyennes communes pour développer des centres médicaux ou alors des petits hôpitaux de proximité, éventuellement aider à la réouverture des hôpitaux de proximité qui ont été fermés, essayer d'avoir au plus proche des habitants des structures d'accueil médical et d'urgence. Et pour les entreprises, ce sera le même projet qui sera mis en place afin de les soutenir? Afin de les soutenir, oui. Alors, nous allons déjà soutenir le secteur local, c'est-à-dire soutenir aussi bien les commerçants, les artisans de nos communes et de notre région, et également soutenir les agriculteurs de notre région. Donc nous allons effectivement essayer d'apporter un maximum de soutien, non pas aux grands groupes, mais plutôt aux petits commerces, aux artisans et à la proximité. D'accord. Comme vous devez en avoir conscience, les étudiants sont actuellement en grande difficulté, que ce soit par rapport à leur insertion dans le monde du travail ou encore la précarité qui les touche. Quel est votre avis sur la situation? Comment comptez-vous les soutenir à cette échelle régionale? Alors, je compte sur les étudiants pour aussi, là, nous aider à trouver des solutions. En fait, on ne va pas vous mentir, hein, on n'arrive pas en 4 semaines d'expérience en politique, on ne va pas vous apporter toutes les réponses comme ça. Donc notre slogan, c'est les citoyens au pouvoir, c'est pas Zorro est arrivé. Donc on va essayer de faire en sorte que nous puissions nous appuyer sur le travail, encore une fois, des collectifs et des associations qui se sont penchés sur la question, et notamment sur l'insertion des jeunes. Donc c'est un travail qui a été déjà fait et déjà réfléchi depuis plusieurs années. Donc nous allons nous appuyer sur ces réflexions collectives pour avancer des propositions. Très bien. Et pour continuer sur le monde du travail, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un taux de chômage qui s'élève à 7%. Comment Union Essentielle compte favoriser l'embauche au sein de la région? Alors favoriser l'embauche, c'est une question de développement local. Donc nous allons proposer des solutions de développement aux petites entreprises et aux entreprises moyennes, à éventuellement injecter des fonds sur des projets qui ont été délocalisés, les permettre de se relocaliser au plus proche sur notre territoire et ainsi avoir de l'embauche à proximité par justement mettre des moyens sur des entreprises et des secteurs délocalisés.
Je vous remercie. Les transports en commun ont une grande importance. Certains candidats des élections régionales souhaiteraient la progression de la gratuité dans les transports en commun. Euh, Vous, quels sont vos projets concernant ce domaine? Comptez-vous par exemple développer les lignes TER de la région? Alors, il y a déjà des collectifs qui nous ont alertés sur des lignes qui ont été fermées lors du dernier mandat. Euh, donc effectivement, nous avons déjà pris les engagements auprès de ces collectifs pour la réouverture de ces lignes qui ont été fermées. Et nous allons également mettre l'accent sur le transport en commun et en particulier sur le transport scolaire. Donc là, c'est une grande question en fait qui est problématique depuis des années. Et on sait que le transport scolaire n'est absolument pas adapté au nombre d'enfants et surtout au secteur géographique. Donc là, nous allons mettre beaucoup de moyens pour développer l'offre du transport scolaire et en augmentant aussi les capacités du transport en commun. Nous allons forcément faciliter le transport pour toute la population et les étudiants y compris. D'accord, je vous remercie. Pour ce qui est de l'environnement, après avoir vu votre interview avec Amélie Pouchol, on remarque que le respect de l'environnement semble être important pour vous. Vous pensez qu'il faudrait que l'impact environnemental, je cite, soit pris en considération dans la prise de décision? Comment pourriez-vous envisager du coup une meilleure protection de cet environnement et quelles mesures concrètes souhaiteriez-vous entreprendre? Alors, déjà, comme je l'ai dit, c'est que toute décision doit être prise en réflexion sur l'impact écologique et environnemental. Donc, comment est-ce qu'on on va agir en fait? Ça commence déjà par une prise de conscience au niveau individuel. Donc ça, je pense que depuis quelques années, c'est déjà en train d'être bien réfléchi par l'ensemble de la population. Donc on commence à aller vers une conscience citoyenne sur l'impact écologique. Mais il faut en fait, si vous voulez, prendre ça comme donc l'individu qui prend la conscience de l'impact environnemental, puis son cercle premier, puis son cercle, on va dire, de quartier, puis la ville et puis la région. Donc nous, on va essayer d'influer sur la région pour que, en toute matière, les décisions soient prises en réfléchissant d'abord sur l'impact environnemental et qu'elles soient acceptées ou refusées selon sa nocivité sur l'environnement ou son bénéfice sur l'environnement. Très bien. Et enfin, dernière question, la crise sanitaire a beaucoup impacté l'attractivité du monde culturel. Les cinémas, les musées, le théâtre notamment ont été touchés. Comptez-vous orienter votre politique vers un soutien direct aux acteurs de la culture ou alors peut-être un soutien moins direct par la création de grands projets culturels? Alors, la culture, c'est quelque chose que je porte vraiment en moi puisque j'ai œuvré pendant plus de 25 ans dans les associations du domaine culturel et j'ai été présidente d'associations et d'écoles de danse et j'ai pu vraiment me faire mon expérience sur ce qui va et ce qui ne va pas pour le secteur culturel. Et là, je sais quels sont les points à améliorer, donner des moyens, ne serait-ce que simplement aux associations en matière de locaux, donc accueil des associations culturelles, ce serait déjà un énorme pas. Augmenter la possibilité d'accueil du public, des locaux adaptés et en grand nombre. Et puis faciliter aussi l'accès en subventionnant beaucoup plus facilement toutes les associations culturelles. Ça permettra d'avoir déjà au plus proche des gens un accès à la culture qui va être beaucoup plus simple et ça va aussi donner du bonheur parce que les associations culturelles, c'est vraiment une thérapie et un bonheur pour les gens qui sont impliqués. Après, pour ce qui est des grands projets, je pense que c'est les projets qui vont nous être soumis qui vont
qui vont intéresser ou non le conseil régional. Ça, c'est du travail du secteur culturel d'apporter les projets et non pas des conseillers régionaux. Je vous remercie. Je pense qu'il est désormais temps de conclure cet entretien. Merci beaucoup, Sheila Gilles, au nom de l'association Polygone, d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour la mise à disposition du matériel et des locaux. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet polygone.org et également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook. C'était le grand entretien avec Sheila Gilles. Excellente journée à tous. Merci à vous. Merci.